Que vaudra-t-il retenir de l'œuvre de Gaston Defferre à l'échelle de l'histoire de France? Sans doute pas à sa candidature un peu suicidaire au présidentiel de 1979 en duo avec Pierre Mendès France. Moi, je voudrais ressortir plutôt deux éléments qui me semblent indissociables de sa personnalité politique, l'une de durée, l'autre plus ponctuelle. Celle de la durée, c'est son attachement sans faille et sans défaillance au Parti socialiste, qu'il s'appelle le Parti socialiste ou la SFIO, avant même le Front populaire. Le deuxième point plus ponctuel, c'est la loi cadre sur la France d'outre-mer, qui a ouvert la voie à la décolonisation. Habib Bourguiba, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé, qui a envoyé un télégramme dès hier après-midi à Edmond de Charleroux pour la soutenir dans son épreuve. Charles de Gaulle non plus, qui savait que sans cette loi cadre de fer, la création de la communauté aurait été beaucoup plus périlleuse. Mais Gaston Defferre, c'était surtout le travailleur infatigable et obstiné pour sa ville, comme va nous le montrer ce portrait de Thierry Stampfler, un portrait que nous avons voulu délibérément rédiger au présent narratif. Rue Neuve-Sainte-Catherine, l'appartement où réside M. Defferre à Marseille. Un logement de dimension et d'apparence modeste, des plantes vertes, un mobilier classique, une bibliothèque politique très fournie. Voilà pour les apparences. Principale caractéristique, une belle terrasse avec une vue splendide sur le Vieux-Port et la mairie. L'univers de Gaston Defferre depuis des décennies. À la mairie de Marseille, son bureau ensoleillé qui donne sur le Vieux-Port est le centre névralgique de la ville depuis 33 ans. Songez que près d'un Marseillais sur deux n'a jamais connu d'autre maire. Et pourtant, M. Defferre n'est pas né à Marseille. Originaire du Gard, il est arrivé dans le port phocéen en 1931 comme avocat stagiaire. Son premier employeur, maître Renaudin, faisait pour nous il y a quelques mois le portrait de ce jeune homme alors âgé de 22 ans à peine. On retrouvait déjà à l'époque les éléments qui allaient le caractériser plus tard. Tout de suite, j'ai été séduit par sa bonne éducation, sa courtoisie. Et il était tout de suite, je m'en suis rendu compte, très intelligent. Et il était un gros travailleur. Je pensais dès ce moment-là qu'il était promis à de très hautes destinées. Est-ce que vous pensiez qu'il ferait une carrière politique aussi brillante? Je ne pensais même pas qu'il ferait une carrière politique. La carrière politique de Gaston Defferre débute pourtant dès 1935. Il est nommé secrétaire de la 10e section socialiste. La Deuxième Guerre mondiale lui donne l'occasion de démontrer sa détermination et son courage physique dans la résistance. Membre du réseau Froment, puis responsable du réseau Brutus. Quelques jours après le débarquement allié dans le Var, la bataille fait rage à Marseille. Il s'installe à la mairie en tant que chef de la délégation provisoire, mais également dans les locaux du Petit Provençal. Ces hommes s'emparent par les armes de ce journal qui avait continué à paraître sous l'occupation. Avec l'aide de quelques fidèles qu'il sera récompensé par la suite, il sort le premier numéro du Provençal dès le 23 août 1944. Il dédommagera finalement l'ancien propriétaire quelques années plus tard. Fin août, on remarque les premières signatures et les premiers clichés du futur maire de Marseille. De 1945 à 1947, la ville est l'objet d'un conflit acharné entre les communistes, parfaitement implantés, et les autres forces politiques. Le port, sorti intact de la guerre, est l'enjeu de ce formidable bras de fer. Gaston Defferre s'impose peu à peu comme le meilleur rempart contre le Parti communiste et gagne le soutien d'une bourgeoisie à laquelle il est désormais attaché par des liens familiaux. Mai 1953, un large sourire à l'occasion de son élection à la mairie. Son esprit de décision et sa capacité de travail sont alors les bienvenus. Marseille n'était plus gérée depuis un siècle, dira-t-il plus tard. Réélection sans problème en 59, 71, 77. Beaucoup plus difficile en 65 face à une double offensive des gaullistes et des communistes. En 83, en dépit d'un découpage favorable, contrairement à celui de 65, il frôle la défaite. Son alliance avec les communistes, solidarité gouvernementale oblige, change beaucoup de choses à Marseille. Il ne doit son salut qu'à une extraordinaire chasse aux abstentionnistes et à l'aide des vieux barons du socialisme local, pourtant écartés de sa liste. Sa capacité de réaction dans l'adversité le sauve une fois de plus. Sa franchise brutale et sa réserve naturelle ne lui ont pas toujours facilité ses contacts avec l'extérieur. Il a su pourtant appuyer son pouvoir sur 3 piliers. La mairie et l'impressionnante toile d'araignée qu'il a su tisser autour est le premier d'entre eux, et ce malgré la défection ces dernières années d'une partie de la bourgeoisie. Deuxième atout, la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Son autorité y est pourtant contestée depuis quelques mois par Michel Peset. Un duel âpre et sans concession qui laissera des traces. Vous savez, Michel Peset, c'est un très petit problème.
Troisième source de pouvoir, la presse. Longtemps aux commandes du Provençal, avant son entrée au gouvernement, il a gardé avec l'aide de ses proches une grande influence dans ce holding qui publie Le Provençal, Le Soir, Var Matin, sans oublier Eurosud, la filiale publicitaire. Un groupe qui assure en outre la fabrication et la gestion commerciale du Méridional, dont la rédaction est en revanche autonome. Sentimentalement, M. Defferre est très attaché à son journal, Le Provençal. Au-delà d'une volonté de pouvoir indéniable, Gaston Defferre a une relation affective presque viscérale avec sa ville. Il s'est battu avec beaucoup de constance afin de lui redonner son lustre d'antan. Pour cela, il a fait le pari des technologies nouvelles, robotique et informatique, ayant trouvé en lui un avocat passionné. Mais Gaston Defferre a également joué un rôle politique national. Son adhésion au socialisme date de 1930. En conflit permanent avec Guy Mollet, il n'a pourtant jamais quitté la SFIO. Sous la 4e République, on le voit dans plusieurs ministères, et puis c'est la 5e République et l'élection présidentielle au suffrage universel. Candidat en 69, son échec est cuisant, ce qui l'amène à soutenir François Mitterrand dans la conquête du parti en 1971. Depuis lors, sa fidélité envers le président de la République actuelle a été sans faille. Gaston Defferre est constamment consulté à Paris par les ministres et élus socialistes. Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de 1981 à 1984, il se montre très fier de son projet de décentralisation. Avec l'arrivée comme Premier ministre de Laurent Fabius, il hérite d'un poste ministériel moins exposé, le plan et l'aménagement du territoire. Jusqu'en mars 86, Gaston Defferre siège au Conseil des ministres à la droite de François Mitterrand en tant que seul ministre d'État du gouvernement de la gauche. Beaucoup plus qu'un titre honorifique, le symbole de liens politiques et amicaux, très serrés avec François Mitterrand. Il est marié depuis 1973 avec Edmond Charles-Roux, pour qui il éprouve, et ne s'en cache pas, un très grand respect. On le dit austère et pourtant il a su ces dernières années modifier son image publique en participant avec brio à des émissions qui n'avaient pourtant rien de politique. Vous voulez faire des imitations. À mon avis, vous voulez peut-être imiter Gaston Defferre. Vous avez un peu le physique, non? Je ne sais pas si j'en suis capable. Mais écoutez, moi quand j'imite, je parle comme ça. Vous voyez, je dis, en tant que maire de Marseille, je suis content d'être à Carnaval. Alors dites-le vous pour moi. Eh bien, si vous m'imitiez bien, Oui. vous avaleriez davantage les mots. Ah bon? Sa dernière grande apparition en public et devant les caméras datait de la semaine dernière, lors de la finale de la Coupe de France. Homme de presse, Gaston Defferre, bien sûr, était dans Nicole Avril, La Première Alliance, qui est le titre de votre dernier roman paru chez Flammarion, raconte en fait l'histoire d'un amour-passion. Amour-passion d'une fille pour son père et du père pour sa fille. Oui, je crois que c'est un amour réciproque, extrêmement jaloux et exigeant. Il lie Antoine Salzer et sa fille unique. Ils sont les derniers descendants d'une dynastie de Soyeux et toute l'action se passe entre Rhône et Saône à Lyon. Ce sont des sentiments excessifs. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de situation? Est-ce que vous avez eu connaissance donc d'un amour-passion comme ça entre père et fille? Non, ce n'est pas un roman autobiographique, mes personnages ne sont pas pris dans la réalité, mais je crois que je me suis rêvé en écrivant ce roman-là un premier amour absolu, car en effet, pour bien des femmes, le premier amour a été l'amour de leur père, et c'est un amour souvent absolu, et de cet amour-là dépendra, je crois, le regard que cette femme en question jettera sur tous les hommes de sa vie.
Et l'héroïne, en fait, vous ressemble et elle a une couleur qui domine, le rouge. Vous êtes d'ailleurs habillée le également rouge de la aujourd'hui en rouge. Et le rouge de la également. couverture. C'est vrai que j'aime beaucoup le rouge. Pour moi, le rouge, c'est la couleur de la vie, de la passion, de ce surplus de jaillissement d'amour et de sentiments. Et je crois qu'il est au centre un peu de toutes mes œuvres. Alors, Nicole Avril, pourquoi ce titre, La Première Alliance? Je crois qu'en fait, tout le roman s'explique par le titre. La Première Alliance, c'est d'abord ce premier amour de Sonia pour son père, un amour absolu. C'est aussi l'objet, l'alliance que le père Salzer a offert à sa fille. C'est déjà pas une démarche tout à fait naturelle d'acheter à une petite fille pour ses 10 ans une alliance qui la lie pour toujours à son père. Et puis enfin, la première alliance, c'est presque au sens mystique, l'alliance de Dieu avec son peuple et par conséquent du père avec son enfant, c'est-à-dire le lien absolu. Alors si en fait le père aussi bien que la fille ont des expériences amoureuses puisque la mère est morte très tôt, on peut dire que ce livre pose des questions, on peut dire quand même que c'est un bonheur fou qu'ils vivent. C'est un bonheur fou, c'est également une prison puisque Sonia ne sera jamais tout à fait adulte, ne pourra jamais avoir un grand amour autre que celui de son père. Mais en même temps, c'est quelque chose d'infini dans sa perfection. Oui, puisque son fils va appeler son grand-père papa. Oui. Le départ à la retraite constitue un cap bien délicat pour beaucoup de personnes. Véritable rupture avec 20 ou 30 années de routine, elle n'est souvent pas préparée avec suffisamment de soins. Certains, c'est vrai, sont contents d'en finir avec une vie professionnelle harassante, mais pour d'autres, c'est la peur de quitter une activité prenante et rassurante à bien des égards. Il y avait un mot que le professeur Payat avait introduit il y a quelques années qui était de retraite à la carte, et certainement le meilleur mot. Et retraite à la carte, ça veut dire que les gens qui ont un métier passionnant, il y en a beaucoup, et qui s'intéressent à leur travail, pourront continuer le plus longtemps possible, qu'inversement des personnes qui ont un métier très très difficile, et il y en a des métiers difficiles, douloureux, qui entraînent un certain nombre de maladies, pourront s'arrêter de façon précoce lorsque cela convient à leur santé et à leur perspective de vieillissement. Le danger, c'est bien sûr l'isolement, le repli sur soi-même. Les spécialistes conseillent souvent de garder le contact avec l'extérieur, ne pas perdre cette stimulation permanente constituée par la vie en société. Prenons par exemple le problème de la perte de mémoire qui affecte et inquiète énormément de personnes âgées. On commence souvent par perdre ses clés, ne plus se souvenir où on a garé sa voiture. Phénomène inquiétant et désagréable certes, mais qu'il importe là aussi de combattre. Les méthodes sont nombreuses, même si une pratique régulière de jeux, comme celui des chiffres et des lettres, entraîne souvent une amélioration sensible. Ripolliné a été donné bon. Peut-être pas Ripollin. Quand on commence à vieillir, la mémoire, si on ne l'a pas entretenue comme les jeunes le font maintenant, elle a tendance à s'en aller. Et je ne dis pas qu'on récupère la mémoire de ses 20 ans, c'est pas possible, mais on l'améliore quand même. Il faut des progrès. Elle ne régressera jamais si elle continue à être assidue. Quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge. Rue Neuve-Sainte-Catherine, l'appartement où réside M. Defer à Marseille. Un logement de dimension et d'apparence modeste, des plantes vertes, un mobilier classique, une bibliothèque politique très fournie. Voilà pour les apparents. Principale caractéristique, une belle terrasse avec une vue splendide sur le Vieux-Port et la mairie, l'univers de Gaston Defer depuis des décennies. À la mairie de Marseille, son bureau ensoleillé qui donne sur le Vieux-Port est le centre névralgique de la ville depuis 33 ans. Songez que près d'un Marseillais sur deux n'a jamais connu d'autre maire. Et pourtant, M. Defer n'est pas né à Marseille.
Originaire du Gard, il est arrivé dans le port phocéen en 1931 comme avocat stagiaire. Son premier employeur, maître Renaudin, faisait pour nous il y a quelques mois le portrait de ce jeune homme, alors âgé de 22 ans à peine. On retrouvait déjà à l'époque les éléments qui allaient le caractériser plus tard. Tout de suite, j'ai été séduit par sa bonne éducation, sa courtoisie. Et il était tout de suite, je m'en suis rendu compte, très intelligent. Et il était un gros travailleur. Je pensais dès ce moment-là qu'il était promis à de très hautes destinées. Est-ce que vous pensiez qu'il ferait une carrière politique aussi brillante? Je ne pensais même pas qu'il ferait une carrière politique. La carrière politique de Gaston Defferre débute pourtant dès 1935. Il est nommé secrétaire de la 10e section socialiste. La Deuxième Guerre mondiale lui donne l'occasion de démontrer sa détermination et son courage physique dans la résistance. Membre du réseau Froment, puis responsable du réseau Brutus. Quelques jours après le débarquement allié dans le Var, la bataille fait rage à Marseille. Il s'installe à la mairie en tant que chef de la délégation provisoire, mais également dans les locaux du Petit Provençal. Ces hommes s'emparent par les armes de ce journal qui avait continué à paraître sous l'occupation. Avec l'aide de quelques fidèles qu'il saura récompenser par la suite, il sort le premier numéro du Provençal dès le 23 août 1944. Il dédommagera finalement l'ancien propriétaire quelques années plus tard. Fin août, on remarque les premières signatures et les premiers clichés du futur maire de Marseille. De 1945 à 1947, la ville est l'objet d'un conflit acharné entre les communistes, parfaitement implantés, et les autres forces politiques. Le port, sorti intact de la guerre, est l'enjeu de ce formidable bras de fer. Gaston Defferre s'impose peu à peu comme le meilleur rempart contre le Parti communiste et gagne le soutien d'une bourgeoisie à laquelle il est désormais attaché par des liens familiaux. Mai 1953, un large sourire à l'occasion de son élection à la mairie. Son esprit de décision et sa capacité de travail sont alors les bienvenus. Marseille n'était plus gérée depuis un siècle, dira-t-il plus tard. Réélection sans problème en 59, 71, 77. Beaucoup plus difficile en 65 face à une double offensive des gaullistes et des communistes. En 83, en dépit d'un découpage favorable, contrairement à celui de 65, il frôle la défaite. Son alliance avec les communistes, solidarité gouvernementale oblige, change beaucoup de choses à Marseille. Il ne doit son salut qu'à une extraordinaire chasse aux abstentionnistes et à l'aide des vieux barons du socialisme local, pourtant écartés de sa liste. Sa capacité de réaction dans l'adversité le sauve une fois de plus. Sa franchise brutale et sa réserve naturelle ne lui ont pas toujours facilité ses contacts avec l'extérieur. Il a su pourtant appuyer son pouvoir sur 3 piliers. La mairie et l'impressionnante toile d'araignée qu'il a su tisser autour est le premier d'entre eux. Et ce, malgré la défection ces dernières années d'une partie de la bourgeoisie. Deuxième atout, la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Son autorité y est pourtant contestée depuis quelques mois par Michel Pezet. Un duel âpre et sans concession qui laissera des traces. Vous savez, Michel Pezet, c'est un très petit problème. Troisième source de pouvoir, la presse. Longtemps aux commandes du Provençal, avant son entrée au gouvernement, il a gardé avec l'aide de ses proches une grande influence dans ce holding qui publie Le Provençal, Le Soir, Var Matin, sans oublier Eurosud, la filiale publicitaire. Un groupe qui assure en outre la fabrication et la gestion commerciale du Méridional, dont la rédaction est en revanche autonome. Sentimentalement, M. Defferre est très attaché à son journal, Le Provençal. Au-delà d'une volonté de pouvoir indéniable, Gaston Defferre a une relation affective presque viscérale avec sa ville. Il s'est battu avec beaucoup de constance afin de lui redonner son lustre d'antan. Pour cela, il a fait le pari des technologies nouvelles, robotique et informatique, ayant trouvé en lui un avocat passionné. Mais Gaston Defferre a également joué un rôle politique national. Son adhésion au socialisme date de 1930. En conflit permanent avec Guy Mollet, il n'a pourtant jamais quitté la SFIO. Sous la 4e République, on le voit dans plusieurs ministères, et puis c'est la 5e République et l'élection présidentielle au suffrage universel. Candidat en 69, son échec est cuisant, ce qui l'amène à soutenir François Mitterrand dans la conquête du parti en 1971. Depuis lors, sa fidélité envers le président de la République actuelle a été sans faille.
Gaston Defferre est constamment consulté à Paris par les ministres et élus socialistes. Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de 1981 à 1984, il se montre très fier de son projet de décentralisation. Avec l'arrivée comme Premier ministre de Laurent Fabius, il hérite d'un poste ministériel moins exposé, le plan et l'aménagement du territoire. Jusqu'en mars 86, Gaston Defferre siège au Conseil des ministres à la droite de François Mitterrand en tant que seul ministre d'État du gouvernement de la gauche. Beaucoup plus qu'un titre honorifique, le symbole de liens politiques et amicaux, très serrés avec François Mitterrand. Il est marié depuis 1973 avec Edmond Charles-Roux, pour qui il éprouve, et ne s'en cache pas, un très grand respect. On le dit austère et pourtant il a su ces dernières années modifier son image publique en participant avec brio à des émissions qui n'avaient pourtant rien de politique. Vous voulez faire des imitations. À mon avis, vous voulez peut-être imiter Gaston Defferre. Vous avez un peu le physique, non? Je ne sais pas si j'en suis capable. Mais écoutez, moi quand j'imite, je vais comme ça. Vous voyez, je dis, en tant que maire de Marseille, je suis content d'être à Carnaval. Alors dites-le vous pour voir. Eh bien, si vous m'imitiez bien, oui, vous avaleriez davantage les mots. Ah bon? Sa dernière grande apparition en public et devant les caméras datait de la semaine dernière lors de la finale de la Coupe de France.